La date qui me marquera toujours toute ma vie, c'est le 27 février 2014, où là on est convoqué à la PJ, et vous avez le patron de la PJ, quand on se lève pour partir, cet homme-là nous dit, en partant, « Mais monsieur, dame Giboire, arrêtez de vous faire du mal, votre fille était suicidaire ». Bonsoir, 9 ans de mystère, 9 longues années endurées par la famille, les proches, les amis de Céline Giboire, sans qu'aucune réponse ne soit apportée à cette question. Qui a tué dans la nuit du 27 au 28 février 2012 cette lycéenne de 16 ans qui n'avait jusque-là fait jamais parler d'elle? Pourquoi a-t-elle brutalement disparu pour être retrouvée morte loin de chez elle au pied d'une falaise de Saint-Malo, son corps disloqué et en partie immergé? Une scène de crime tellement confuse que l'enquête va s'arrimer dans un premier temps à la thèse du suicide, puis ensuite revenir et se concentrer sur le scénario d'un meurtre précédé d'un viol et peut-être d'une séquestration. Céline Giboire, si elle a été menacée, n'a pas pu appeler au secours cette nuit-là, piégée dans ce lieu qu'il faut connaître et où de rares personnes viennent traîner la nuit. Avec nos invités, nous allons donc explorer ce soir l'énigme Céline Giboire, voir si un temps précieux, qui sait, n'a pas été perdu lors des premiers mois de l'enquête, si des suspects n'auraient pas échappé aux enquêteurs. Nous allons essayer de comprendre pourquoi cette enquête n'a-t-elle pas encore été résolue. Un immobilisme qui laisse les parents, les sœurs et le frère de Céline dans la plus totale incertitude, dans un épais brouillard qui ne s'est jamais dissipé. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire Céline Giboire, cette lycéenne de 16 ans n'avait jamais attiré l'attention jusqu'à cet après-midi de l'hiver 2012 où, brutalement, elle disparaît. Ce lundi 27 février 2012 est jour de rentrée au lycée Jeanne d'Arc à Rennes. Les vacances d'hiver sont terminées et les cours reprennent. Céline Giboire est présente à l'ouverture des portes de l'établissement. Elle retrouve ce matin-là tout à fait normalement la classe de première STG, Sciences, Technologie et Gestion. Les professeurs ne se souviennent pas de quoi que ce soit d'anormal concernant Céline. C'est une élève qui ne pose pas de problème. Elle ne fait peut-être pas partie des meilleurs de la classe, mais ses notes figurent dans une bonne moyenne. Il lui est certes arrivé de sécher des cours, mais rien d'alarmant ou de répétitif. La matinée se déroule ainsi sans incident. À l'heure du déjeuner, vers 12h30, Céline quitte toute seule le lycée. L'examen de son téléphone portable fera apparaître qu'elle a tout d'abord emprunté une petite rue face au lycée, la rue du Colonel Drian, puis a déambulé vers le centre-ville. Elle ne s'est pas rendue au jardin public tout proche, le parc de Maurepas, où parfois les lycéens se retrouvent. Céline Giboire est signalée absente au cours de l'après-midi. Elle ne va pas réapparaître en salle de classe. La famille Giboire est prévenue de cette non-présence vers 17h. Les trois sœurs de Céline, Mélanie, Laura, sa jumelle, et Elena, ainsi que son frère, tentent alors de la joindre sur son téléphone portable. Mais leurs appels échouent inexorablement sur la messagerie. 2 heures passent et l'inquiétude grandit dans l'exploitation familiale de Piré-sur-Seiche, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rennes, où vivent ses parents. Patrick Giboire, le père, élève ici des vaches laitières et des poulets. Peu après 19h, la sœur aînée de Céline, Mélanie, décide d'aller signaler la disparition au commissariat. On tente alors de la rassurer. Les policiers estiment qu'il s'agit très certainement d'une fugue et que tout va rentrer rapidement dans l'ordre, mais Céline ne va donner aucune nouvelle. Après une nuit blanche, mardi 28 février au matin, les parents, les sœurs et le frère de Céline sont submergés par l'angoisse. Ils songent à un accident, ne peuvent se résoudre à envisager le pire. Ils impriment rapidement des affichettes avec la photo de Céline collée autour du lycée. Les amis de la lycéenne ne s'expliquent pas cette absence. Il est fait état d'une contrariété, une dispute entre filles qui serait intervenue lors du voyage scolaire en Roumanie, organisé au cours des vacances, mais rien de grave, juste une broutille, une fâcherie déjà oubliée, rien qui ne puisse justifier une fugue prolongée et le fait de ne donner aucune nouvelle. Aux premières heures du matin, les policiers rennais ne disposent d'aucun élément permettant de dire où est l'adolescente. Ils ignorent alors que Céline est déjà morte et que son corps gît au pied d'une falaise. Bonsoir Alain Pirot. Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, vous connaissez parfaitement ce dossier, Céline Giboire. Vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime et d'être dans le studio en personne ce soir dans l'heure du crime. Alors là, Alain Pirot, on est aux toutes premières heures évidemment de la disparition. On va parler un peu plus tard de l'enquête qui va démarrer. Est-ce qu'on sait, Alain Pirot, c'est tout simple, mais pourquoi Céline Giboire quitte comme ça le lycée Jeanne d'Arc ? Encore aujourd'hui, on a un peu de mal à interpréter les causes de ce départ. Il est certain que ce lundi matin, alors qu'elle a reçu une bonne note, vous parliez d'une élève somme toute normale, elle a reçu une bonne note, une brouille d'adolescents va amener à travers des SMS à ce que Céline se sente soit en colère avec certains propos de ses amis. Des SMS ce matin-là, hein, des SMS qui vont être échangés, je suppose, en salle de cours, c'est ça ? Qui sont échangés entre les différents élèves, et un des amis de Céline va lui faire part de ces indiscrétions, de ces SMS, qui sont liés à un voyage scolaire qui a eu lieu précédemment. En Roumanie, c'est ça ? En Roumanie, et qui font dire que certaines amies de Céline, en tout cas ce qu'elle considère être ses amies, la considèrent d'une manière plus négative, ou en tout cas sont un peu fatiguées d'un certain nombre de ses comportements. Après, je vous le dis, c'est la manière dont on considère l'amplification de cette brouille d'adolescents qui amène ou pas le départ. En tout cas, il y a une vexation. On sent qu'elle est peut-être mal à l'aise avec ce qu'elle peut recevoir comme texto, etc. C'est des échanges un petit peu diffus, disparates. Hein. Oui, c'est des échanges entre adolescents sur des propos liés à ce voyage. Et d'ailleurs, son ami va lui proposer, pour régler l'affaire, de déjeuner ensemble ce lundi midi au réfectoire. Et c'est là qu'elle ne va pas se rendre au réfectoire, qu'elle ne va pas répondre à ce SMS, et et selon certains témoins de l'école, on va la voir partir, quitter ce lycée. Elle va sortir du lycée, quitter, puis effectivement, on ne va pas évidemment la revoir, donc on peut dire qu'il y a une vexation, une espèce de fâcherie, peut-être un petit coup de colère, mais elle n'est pas familière avec ce genre d'attitude, Céline Giboire. Pas du tout familière avec ce type de comportement, même si certaines de ses amies confient que dans le passé, elles ont pu sécher des cours. Elles le disent d'ailleurs, des cours sans importance. Mais il y a une question importante là-dessus. C'est l'amplification qu'on donne à ces témoignages qui vont de la brouille d'adolescents au harcèlement. Au début de l'enquête, les premiers témoignages sont plutôt dans une brouille d'adolescents, quelque chose sans importance qui prend dans la vie d'une adolescente. Qui arrive à tout le monde, presque. Qui arrive à tout le monde. On remarque comme les derniers témoignages, quand l'enquête a été poursuivie par d'autres offices d'enquête, à quel point, là, on passe quasiment dans du mode du harcèlement. Moi, je demande là-dessus beaucoup de prudence. Bien sûr. Évidemment que... On n'est pas dans les têtes des uns et des autres, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et que ces témoignages sont dus aussi, avec les années, à la manière dont on considère les faits et la mort de Céline. Bien sûr. C'est facile de regarder après et de les analyser, mais sur le coup, évidemment, on n'est pas dans la tête de Céline et on n'est pas dans la tête de ces adolescentes qui discutent entre elles. Bonsoir, maître Franck Berton. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat toujours au barreau de Lille, maître ? Toujours ça ? Oui, toujours, bien sûr. Au barreau de Lille. Qui est une magnifique ville que j'adore. Vous êtes l'avocat du frère et des sœurs de Céline Giboire. On vient de parler un petit peu de cette espèce de petit coup de colère qui a eu lieu lors de cette matinée de classe. Est-ce que vous pouvez nous dire, maître Berton, nous dire qui est finalement Céline Giboire ? J'ai dit que c'était une jeune fille tranquille, c'est bien le cas ? Ah bah bien sûr, c'est une jeune fille tout à fait tranquille qui va connaître un drame, et on ne sait rien de ce drame en fait. On ne sait que la découverte de son corps, et on cherche, on a essayé de reconstituer. Bon, la famille est arrivée, l'enquête aussi, reconstituer finalement ces derniers moments avec l'école, avec ce qui s'était passé. Mais à partir d'un certain moment, on ne sait plus rien. On n'arrive pas à identifier réellement ce qui s'est déroulé. Ce qu'on peut dire, maître Berton, c'est que, on en a dit un petit mot, mais elle n'a pas le profil d'une lycéenne difficile, ça c'est établi. Elle n'a pas non plus le profil d'une fugueuse invétérée, Céline. Non, mais personne en fait ne croit à la fugue. Ce qu'on peut croire, c'est que peut-être qu'elle aurait suivi quelqu'un qu'elle connaissait bien, ou alors si elle a suivi quelqu'un, elle l'a suivi sous la menace. Mais en tout état de cause, c'est pas le genre de jeune fille, au regard de
sa personnalité, au regard de son vécu, de faire une fugue, de suivre quelqu'un comme ça en disant tant pis j'y vais, peu importe de savoir ce que mes parents penseront ou même ma famille pensera, rien de tout ça. En fait, c'est une jeune fille parfaitement normale qui a des horaires stricts, qui est complètement réglée, donc il n'y a pas de difficulté sur normalement son emploi du temps. Je crois que c'est son père qui disait même, ou son frère, je ne sais pas, qui disait même qu'elle n'avait jamais fait peut-être de stop de sa vie. Oui, voilà, c'est son père qui dit ça, qu'elle n'a pas fait de stop et elle n'a pas de raison d'en faire. Bon, elle va le matin, elle quitte chez elle, elle va à l'école, et après l'école, elle rentre chez elle, et ça lui arrive de fréquenter des amis et des copines, mais pas au-delà d'un périmètre tout à fait raisonnable. Et en tout état de cause, on ne comprend pas comment elle a pu se retrouver là-bas. Ouais, c'est ça, c'est une espèce d'évaporation subite. On a du mal à saisir ces premières minutes, et le fait qu'elle disparaisse véritablement des radars. Sur ce point, justement, Alain Pirot, journaliste, et vous connaissez très bien l'affaire, il y a des témoins sur la ville de Rennes, on la voit quelque part, elle apparaît. Il y a des témoins qui font état de sa sortie du lycée, des témoins du lycée qui vont faire état de la sortie volontaire de Céline de l'établissement scolaire. Sur Rennes, après, vous n'avez pas de témoignage. C'est-à-dire qu'elle disparaît dans les rues de Rennes. Il y a de la vidéosurveillance à Rennes, je suppose. Mais la vidéosurveillance n'a rien donné par la suite sur le parcours de Céline. En tout cas, dans la ville de Rennes. Les enquêteurs ont étudié la vidéosurveillance du réseau de bus, des gares de Rennes, mais ça n'a rien donné. On ne peut pas établir, après ces quelques rues que vous avez citées au départ... Oui, mais ça c'est vraiment le périmètre le plus proche. Totalement. On ne peut pas citer de témoins qui ont vu directement Céline dans le centre-ville de Rennes, dans un magasin en particulier pour pouvoir se changer les idées, dans un snack, dans un restaurant, dans un bar, rien du tout. Incroyable en milieu citadin, d'ailleurs, de relever ça. En tout cas, le trajet qu'elle emprunte, elle le connaît, elle, et personne ne sait quel était ce trajet. Moins de 24 heures après sa disparition, le corps de Céline Giboire va être découvert à 70 km de Rennes, dans un parc de Saint-Malo, en bordure d'océan, où la lycéenne n'avait jamais mis les pieds de sa vie. Ce mardi 28 février, vers 10h10 du matin, deux joggeurs qui courent sur une petite plage du parc des Corbières, une falaise boisée de Saint-Malo, aperçoivent une forme humaine à demi immergée. Il s'agit d'une jeune femme posée sur le dos, les bras étirés au-dessus de la tête. Son blouson flotte à côté d'elle. Elle porte des traces de blessures et elle ne respire plus. Les pompiers sont tout de suite alertés. Le corps est retiré de l'eau. Pas de grande marée ce jour-là, sinon il aurait pu être emporté ou englouti pendant des jours. Le médecin, appelé sur place, ne peut que constater le décès, mais il est dubitatif sur les causes de la mort. Le corps est effectivement couvert d'ecchymose, il porte des traces suspectes, impossible de savoir ce qui a pu causer le décès de la victime. Dans tous les cas de figure, au vu de l'état du cadavre, l'intervention d'un tiers n'est pas exclue. En clair, il pourrait s'agir d'un meurtre. Les fonctionnaires de la PJ de Rennes, chargés de cette enquête, qui ne fait que démarrer, ne tirent pour l'instant aucune conclusion. Il est beaucoup trop tôt pour être formel. Ils n'ont aucun mal à identifier la jeune morte de la plage. À son poignet, elle porte une fine gourmette avec un prénom, Céline, et une date de naissance, 16 octobre 1995. Le rapprochement est aussitôt établi avec la disparition à Rennes de Céline Giboire. Tout correspond, la description physique de la victime et les éléments qui sont découverts. Dans son blouson, on retrouve son téléphone portable ainsi qu'une somme de 53 €. En haut de la falaise, sur une espèce de balustrade, la police saisit une écharpe blanche et un gilet rose porté par Céline le jour de sa disparition. Ses lunettes sont également là, dans une poubelle. Les enquêteurs mettent la main sur sa carte d'étudiante. La police scientifique est à pied d'œuvre dans l'après-midi. Elle saisit des mégots de cigarettes au pied d'un banc. De toute évidence, Céline Giboire a chuté depuis la falaise, une hauteur de 16 mètres. Le point d'impact, une tache de sang sur le rocher, est encore visible. Le premier constat est toutefois étonnant. Le corps a effectivement été retrouvé à 32 mètres du point d'impact pour se retrouver en partie dans l'eau. La victime aurait-elle été tout simplement tirée vers l'océan par une ou plusieurs personnes? On s'interroge aussi sur le blouson qu'elle ne portait pas et qui flotte à côté d'elle. Les premières conclusions de l'autopsie tombent. L'heure approximative du décès est arrêtée autour de minuit. Il s'avère que la victime porte des blessures au ventre, pas dues à une arme blanche, mais au frottement contre la roche. Des membres sont fracturés. Céline a été violée, pénétrée de force avec un objet.
Elle est morte d'une asphyxie mécanique quand elle a atteint l'eau ou quand elle y a été déposée. Elle respirait encore. Elle a fini par se noyer. Céline n'avait consommé ni alcool ni drogue. Alain Pirot, journaliste indépendant, et vous avez enquêté très longuement sur la mort de Céline Giboire. Premier point tout simple, elle n'a aucune raison de se rendre à Saint-Malo, Céline. Elle n'a aucune raison de s'y rendre et ce parc, elle ne le connaît pas. En tout cas, sa famille assure qu'ils n'y se sont jamais rendus en famille, pour le coup, et que c'est un lieu totalement méconnu de l'histoire familiale et de l'histoire de Céline. Et c'est un lieu pour y être allé bien des fois, malheureusement. Alors dites-nous à quoi ça ressemble, parce que c'est une espèce de pointe rocheuse, qui est vraiment dans Saint-Malo, qui est dans un quartier attenant à Saint-Malo. C'est-à-dire que quand vous allez à Saint-Malo directement, et surtout si vous voulez y passer du temps, vous allez directement sur la grande plage, ou en tout cas près de la citadelle. Il faut imaginer que le parc des Corbières, c'est un parc très éloigné du centre-ville de Saint-Malo, dans une commune attenante, qui est devenue un quartier de Saint-Malo, et qui est un parc qui ne se voit pas au premier abord. Je veux dire que vous avez l'entrée, un porche, très discrète, marqué Parc des Corbières, mais pour pénétrer dans ce lieu, il faut parcourir un certain nombre de mètres, et vous ne voyez pas directement le parc. Donc les gens qui connaissent ce lieu, ils y vont parce qu'ils le connaissent. Bien sûr. Ah oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent même habiter le coin et qui ne connaissent pas cet endroit qui est un petit peu caché. Oui, et c'est un lieu, il faut le dire aussi, qui n'est pas très accueillant. Et pas très bien fréquenté ? Pas très bien fréquenté le soir. Après, c'est la situation malheureusement d'un certain nombre de parcs, mais c'est un lieu qui, quand la nuit tombe, est particulièrement repoussant. Et j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas, pour se rendre compte de ce que peut être l'état d'esprit d'une jeune fille à ce moment-là, à s'y rendre à la tombée de la nuit et à comprendre l'effroi qui peut vous saisir face à ce lieu qui est lugubre. Tout à fait, oui. Maître Berton, vous êtes l'avocat du frère et des sœurs de Céline Giboire, invité ce soir de l'heure du crime. Je suppose que lorsque les parents de Céline apprennent que le corps a été retrouvé à Saint-Malo, à 70 km de leur domicile, c'est à la fois une dévastation, bien sûr, mais une surprise immense. Oui, c'est une surprise, mais pour toute la famille, parce que j'écoutais le rappel des faits que, M. Richard, vous venez de faire. C'est ça, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est-à-dire que, d'abord, on a ses vêtements en haut de la falaise, alors ses lunettes sont dans une poubelle, ses papiers sont également éparpillés. Il n'y a pas de raison, on ne comprend pas non plus comment elle peut se retrouver à 32 mètres du point d'impact a priori. Voilà, il y a plein d'incompréhensions. Alors, il y a deux solutions qui sont présentées. Soit Céline s'est suicidée. Mais encore une fois, il n'y a aucune raison de le penser parce qu'il n'y a rien qui laissait présupposer dans sa vie, dans ces derniers moments, dans ces derniers jours, qu'une telle issue était envisagée. Ou soit c'est un meurtre. Et il faut trouver l'auteur du meurtre. Et donc la famille est dans l'expectative de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé. Bien sûr. Pourquoi on retrouve sa gamine à Saint-Malo alors qu'elle n'a aucune raison d'aller là-bas? Et puis comment y est-elle allée? Et puis pourquoi à minuit là-bas? Enfin, voilà, vous imaginez l'effroi quand même dans cette famille et l'incompréhension totale depuis tant d'années parce qu'ils continuent à chercher et à se poser des questions. Bien sûr. Alors vous l'avez dit, les papiers et certains éléments sont un petit peu disséminés sur cette scène de crime et puis on va en trouver d'autres par la suite. Je voudrais, Maître Berton, quand même qu'on insiste un petit peu, moi ça m'a beaucoup frappé, sur ce corps qui est déplacé à 32 mètres du point d'impact. Alors, ça veut dire quoi? Parce qu'on va tout entendre là-dessus. On va dire qu'il a été transporté, qu'elle a pu éventuellement ramper jusqu'à la mer, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je ne sais pas, mais par contre, on sait deux choses. Les 32 mètres, c'est une distance qui est mesurée par les services de police à la constatation et à la découverte du corps entre, vous l'avez dit dans votre rappel des faits, entre le point d'impact présumé de la chute et puis le lieu où on retrouve le corps. Deuxième élément, les bras sont au-dessus de la tête, un peu comme si on avait tiré le corps, vous savez, pour le conduire jusque dans l'eau. Pour le faire glisser jusque dans l'eau. Et on sait, lorsqu'on a posé la question, et on peut la poser à plusieurs légistes, que vu l'impact et vu la violence de cet impact, on peut difficilement imaginer qu'elle est rampée sur 32 mètres et en tout état de cause, de la manière dont on l'a retrouvée, vous voyez. Oui. Donc on peut plus penser qu'on l'a tirée et quelqu'un l'a tirée pour la noyer, pour que la mer l'emporte finalement. Ouais, une ou deux personnes qui auraient pu la tirer, l'intervention d'un tiers, alors qui change évidemment toute l'affaire. Alain Pirot, ce corps, je l'ai dit, il est disloqué.
Il y a beaucoup de blessures, de fractures. Est-ce que, alors l'autopsie, là, les premiers résultats disent elle a été violée, ça c'est établi? Il y a eu des violences sexuelles? Parce que ça va être un point qui va discuter, ça. Alors, c'est effectivement un point qui va être discuté, qui va donner lieu à malheureusement quelque chose de terrible, c'est que fort de vouloir récolter de nouveaux éléments, le corps va être exhumé. On aura l'occasion peut-être de l'évoquer, mais c'est une douleur supplémentaire pour la famille. Et je crois que c'est jamais anodin de le redire, parce que vivre un tel moment et voir son corps à nouveau exhumé parce que les enquêteurs ont besoin de faire des analyses supplémentaires, c'est une douleur supplémentaire. Tout à fait. Mais effectivement, les constatations menées par les légistes vont amener l'idée qu'elle a été victime. Et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont d'un viol sordides. barbare, Très simplement. Mais c'est un viol d'une sauvagerie extrême et un viol barbare. Mais en tout cas, de toute façon, l'enquête est toujours ouverte pour viol et meurtre. Hein. On est d'accord, Alain Piron, là, sur ce Totalement. point. Malgré ces interrogations, la police va mettre en doute la thèse criminelle et penché pour un suicide. La conclusion pour Céline Giboire d'une fugue qui aurait été désespérée. Conclusion que ne partage pas du tout la famille de la victime. Bien que l'enquête sur Céline Giboire soit ouverte au parquet de Rennes pour viol et homicide volontaire, la police judiciaire de Rennes penche plutôt pour un suicide. Dans les mois qui suivent et alors que les investigations font du surplace, le père de Céline, Patrick Giboire, est ainsi informé que sa fille s'est sans doute volontairement donné la mort. Pour parvenir à cette conclusion, la PJ semble s'appuyer sur le fait qu'aucun individu n'a été aperçu avec Céline au moment où elle a quitté le lycée et dans les heures qui ont suivi, rien ne permettant d'établir un lien entre sa mort et une tierce personne, grâce à la téléphonie. Il est avéré que Céline Giboire a elle-même pris la route de Saint-Malo. Impossible toutefois de savoir par quel moyen elle s'y est rendue, sans doute en stop, en empruntant la route principale, la départementale 137. À 15h45, 3 heures après avoir quitté le lycée, son téléphone borne à Saint-Domineuc, localité entre Rennes et Saint-Malo. Elle est seule, selon un témoin, à qui elle demande un renseignement sur un horaire de car. Ce témoin décrit une jeune fille souriante. À 17h48, son portable borne enfin à Saint-Malo. Malgré les affirmations de la PJ, le père de Céline ne peut pas se résoudre au suicide. Il dénonce une enquête bâclée qui a conduit la police à demander l'exhumation du corps seulement 10 jours après les funérailles, le 15 mars, sous prétexte que divers prélèvements n'avaient pas été effectués. Patrick Giboire a le sentiment que l'on cherche à clore au plus vite un dossier qui, selon lui, serait truffé d'incohérences. Pourquoi le premier médecin a-t-il parlé d'homicide et que la suite conclut désormais à un suicide? Pourquoi de nouveaux experts indiquent que le viol n'est pas certain? Pourquoi Céline se serait-elle débarrassée de sa carte d'étudiante dans une poubelle? Pourquoi encore sa carte vitale a été découverte 1 mois après le drame, dissimulée entre 2 rochers à quelques centaines de mètres de la scène de crime? Pourquoi 3 ans après la mort de Céline, les parents craignent que le dossier ne soit refermé. Ils font alors appel à un enquêteur privé, l'ancien officier de gendarmerie Thierry Lezeau, qui avait travaillé sur l'affaire Dickinson pour reprendre les investigations. Le frère et les sœurs de Céline écrivent au président de la République, François Hollande, et au garde des Sceaux. L'avocat des Giboire, Franck Berton, remue de son côté ciel et terre pour réfuter la thèse du suicide. Il note que la plupart des experts pensent que Céline a été portée par 1 ou 2 personnes après sa chute. Le corps a donc été manipulé afin peut-être de maquiller le meurtre en noyade. L'avocat et la famille ont finalement gain de cause. Afin que les investigations se poursuivent dans la sérénité et que les esprits se calment, le dossier change de main. 3 ans après la mort de la lycéenne, le procureur de Rennes confie l'affaire à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. Bonsoir Mélanie Giboire, vous êtes la sœur aînée de Céline Giboire. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir cette invitation. Je viens d'en parler, la police a défendu la thèse du suicide. Est-ce que vous-même, Mélanie Giboire, vous avez pensé à cette possibilité ? Pour ma part, j'y ai songé à un moment donné, mais il y a plein de choses qui sont incohérentes et qui fait que je ne peux pas du tout y croire. Une personne qui veut vraiment se suicider, elle va pas attendre d'aller jusqu'à Saint-Malo pour le faire. Il y a quand même un temps pour aller jusqu'à Saint-Malo, y songer et y réfléchir, quoi. Donc il y a ça, et de 2, quand on voit la manière dont elle est décédée. Donc c'est une jeune fille qui a été retrouvée dans l'eau,
en débardeur, sans chaussures. Elle est tombée sur des rochers. Elle n'est pas décédée sur le coup. Elle a une fracture ouverte. Elle a une luxation à l'épaule. Puis elle a été retrouvée. Elle n'a pas été retrouvée dans la mer. Elle a été retrouvée dans une espèce. J'ai jamais été sur les lieux. Dans une espèce de grande flaque d'eau pour le coup et sur le dos. Et pour l'autre coup, elle est morte de noyade. Enfin, il y a plein de choses qui sont complètement incohérentes. Le terme suicide, je ne peux pas du tout y croire. Vous ne pouvez pas y croire, évidemment, et Franck Berton non plus, qui est votre avocat et l'avocat de votre frère également, de Céline Giboire. Franck Berton, pourquoi la PJ a-t-elle aussitôt penché, dès le début d'ailleurs, on a l'impression, pour la thèse du suicide? Moi, je pense parce que, très franchement, les constatations étaient difficiles à faire. L'enquête n'a pas été menée, il faut dire les choses. La PJ de Rennes n'a pas travaillé dans ce dossier. Les constatations n'ont pas été menées. Vous venez de rappeler qu'on a dû exhumer le corps pour procéder à des analyses supplémentaires qui n'avaient pas été menées. Des tas de choses sont demeurées infructueuses et non réalisées. Et vous savez, après, il est trop tard. C'est-à-dire que dans ces moments-là, tout de suite, les investigations doivent être réalisées et ça n'a pas été fait. Alors pourquoi ? Parce que ça les a pas passionnés, parce qu'ils n'ont pas eu envie, parce que c'était trop compliqué. Oui, c'est une affaire compliquée, mais justement, il fallait dès le départ investiguer. Alors c'est vous l'avocat et c'est une accusation, évidemment, c'est vous qui parlez. Mais vous savez, pardonnez-moi, monsieur Richard, allez-y, je vous en prie. Mais vous savez... il n'y a pas que moi qui pense à aussi l'institution judiciaire. Les services de la PJ de Rennes ont été dessaisis au profit de la gendarmerie. La gendarmerie, oui. Et la gendarmerie a repris le dossier très sérieusement. Et les choses ont pu par la suite avancer et on a constaté que plein de choses n'avaient pas été réalisées. Alain Pirot, journaliste et spécialiste de ce dossier. En quelques mots, le corps a été bougé, de toute évidence. De toute façon, elle ne pouvait pas se déplacer du point d'impact jusqu'à la lisière de l'océan. En tout cas, c'est les constatations qui nous amènent à le penser. Il faut dire une chose très importante. Et les constatations des légistes nous ont amenés à cette conclusion, c'est que le corps, compte tenu de la chute et de l'état du relief, on considère que Céline est paraplégique à l'issue de la chute. C'est ça. Et qu'il lui reste tout au mieux l'usage d'un poignet pour progresser, pour s'agripper à quelque chose. 32 mètres avec le poids de votre corps qui d'emblée est habité par la paralysie, dans un milieu complexe, de nuit, dans le froid, après un tel événement, ça paraît surréaliste. Impossible de se déplacer en rampant, en reptation, comme disent les experts. Surtout, pourquoi faire ? Ça paraît tout à fait impossible. Alors, j'en ai pas parlé, Alain Pirot, dans le récit, mais vous allez nous éclairer. Il est avéré que le portable de Céline ne passe pas d'appel après sa disparition, sauf peut-être à l'une de ses copines. Il y a ce fameux coup de fil, je crois que c'est à Audrey, et l'appel va rester sans suite. Comment ça se passe En fait, l'analyse, effectivement, de la téléphonie va amener à ce qu'à 18h52, je ne veux pas dire d'erreur, mais je crois sensiblement... C'est dans ce créneau horaire, effectivement. Céline va passer un coup de fil, effectivement, à l'une de ses amies, Audrey, qui malheureusement ne va pas y répondre et ne va pas décrocher. Et je dis malheureusement parce que je sais que pour elle, c'est encore une douleur vive qui l'habite de ne pas avoir répondu à son ami et de tenter d'avoir quelques réponses. Pourquoi cet appel ? Dans quelles conditions ? Est-ce qu'il est effectué dans un état justement de panique, peur ou de panique, ou tout simplement pour alerter sur quelque chose qui est en train de se passer ? On ne le saura jamais. La réalité, c'est que c'est le seul appel qu'elle va passer. La seule chose qu'elle va faire au cours de la journée, on le sait aussi avec l'analyse de la téléphonie, c'est qu'elle va consulter son répondeur beaucoup plus que d'habitude. À 8 reprises, quand habituellement la moyenne établie, c'était 2 ou 3 fois par jour. Donc, elle voit quand même un certain nombre de messages, mais elle n'appellera jamais sa sœur jumelle, jamais ses parents, et on ne sait pas pourquoi. Elle est de toute façon en situation de stress. Maître Berton, encore juste un petit mot. On parlait de l'enquête qui change de main, police, gendarmerie. En quelques mots, vous connaissez bien ces cas-là. C'est toujours très difficile de relancer les investigations avec de nouvelles équipes. Oui, c'est difficile, et là c'est d'autant plus difficile, si vous le permettez, qu'on s'est rendu compte que le nouveau juge d'instruction qui a repris
cette enquête, en tout cas cette instruction, a saisi donc les gendarmes, vous le savez, on vient de le dire, et il a souhaité faire une nouvelle expertise à partir des cheveux de Céline qui avait été saisis. Oui. Et on s'est rendu compte, et je vous le dis, qu'en janvier, donc il y a un an, en janvier 2020, les scellés avaient été détruits. On en parlera en toute fin d'émission, oui. Mais c'était simplement un petit mot pour dire que c'est compliqué, hein, toujours. Oui, mais c'est encore plus compliqué parce que, en fait, voilà, on a des bâtons dans les roues. Le dossier est un peu en vrac, c'est ce que vous nous dites. Hein. Bah oui. Malgré le temps qui passe et une enquête qui paraît immobile, des pistes vont émerger, les visages de possibles suspects vont apparaître. On semble alors très près du but, mais difficile de réunir les preuves absolues de l'implication de ces hommes dans le crime de la falaise. 4 ans après la mort de Céline, les gendarmes renouvellent leur appel à témoins. Ils espèrent être contactés par des personnes qui auraient aperçu la lycéenne ou auraient croisé sa route le 27 février 2012, le jour de sa disparition. L'appel à témoins s'adresse ainsi aux automobilistes ayant vu ou pris cette jeune fille en autostop, mais également au jeune homme qui, je cite, jouait du tam-tam près du parc ce jour-là, ou encore au jeune couple aperçu dans l'après-midi dans ce parc des Corbières. Céline Giboire n'apparaît sur aucune image de vidéosurveillance à Rennes. À Saint-Domineuc, entre Rennes et Saint-Malo, elle s'est effectivement renseignée sur un passage de car, mais personne ne sait comment elle est arrivée ensuite au parc des Corbières. Les gendarmes ont des indications selon lesquelles la lycéenne aurait pu monter à bord d'une voiture de marque Dacia. Ils vont donc recenser toutes les Dacia de la région de Saint-Malo, mais sans obtenir de résultats probants. Au cours de l'enquête, 2 hommes ont été considérés comme des témoins dignes d'intérêt. Le premier est Florian Varin, un violeur récidiviste. Pas moins de 6 viols commis entre 2011 et 2012 entre Rennes, Le Mans, La Rochelle, Niort et Toulouse. En 2018, il a finalement été condamné en appel à 30 ans de prison. En 2015, alors qu'il comparaissait devant les assises de Haute-Garonne à Toulouse, l'avocat des Giboires, Franck Berton, avait évoqué le dossier avec lui. Varin répondait qu'il avait entendu parler de cette affaire, mais ne donnait pas le moindre détail supplémentaire. Le deuxième suspect est un homme qui se trouvait avec sa compagne le soir de la disparition dans le parc des Corbières. Parmi les 5 mégots retrouvés sur place, 4 sont ceux des cigarettes fumées par la victime. Le 5e appartient à cet homme. Il a été placé en garde à vue en raison de son profil troublant. Un casier judiciaire loin d'être vierge, une implication dans une tentative d'homicide. L'homme a expliqué qu'il venait souvent fumer sur ce banc, d'où la présence d'un mégot lui appartenant, mais il n'a pas abordé la lycéenne. Sa compagne a également été interrogée. Elle conservait chez elle des coupures de journaux sur l'affaire Giboire. Malgré ces coïncidences et ces détails curieux, aucune charge n'a été retenue contre eux. Ils sont sortis libres après une dizaine d'heures de garde à vue. À ce jour, aucune mise en examen n'a été prononcée dans ce dossier. Alain Pirot, journaliste et enquêteur sur cette affaire, que donnent les témoignages à ce stade de l'enquête, les témoignages recueillis? Il y en a très peu. Il y a, je pense, ce barman de Saint-Domineuc, et puis il y a des témoignages aussi, je crois, près de ce fameux parc. Il y a des témoignages de passants dans ce parc qui soit sont là pour se promener ou promener leur chien. En l'occurrence, c'est l'un des témoins qui sera entendu par les enquêteurs, qui lui est venu avec sa compagne et promener son chien, et qui va d'ailleurs se signaler auprès des forces de police pour établir qu'il a bien vu la présence de cette jeune fille, Céline, à ce moment, à cet instant de la soirée. Il y a quelques témoins, mais il y en a très peu, effectivement. On peut en compter 3 ou 4 si on se fie au dossier. Alors j'ai cru voir qu'il y avait un témoin qui avait aperçu une jeune fille en pleurs sortir d'une voiture. C'est exact, ça? Effectivement, à l'entrée du parc, il y a une habitante qui dit avoir aperçu Céline sortant d'une voiture. En tout cas, une jeune fille sortant d'une voiture en pleurs. Je dis bien une jeune fille parce que on n'a jamais établi formellement qu'il s'agissait de Céline. Après, effectivement, compte tenu des horaires, compte tenu des événements qui vont survenir après, on peut imaginer que c'est Céline qui va sortir de cette voiture. Pourquoi elle sort en pleurs ?
là encore, on est dans l'expectative. Bien sûr. Et à chaque fois, on peut expliquer cela par plein de choses. Des choses qui sont liées directement à des faits dramatiques ou meurtriers qui vont survenir, ou des faits tout simplement d'une jeune fille perdue. Qui est en stress. Qui est en stress et qui, sortant d'une voiture de quelqu'un qui l'a pris en stop, est simplement Bien sûr. hébété. Perdu et hébété. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de témoignage qui précise qu'on a vu Céline en compagnie d'un homme ou de plusieurs hommes ou de plusieurs personnes. Aucun. C'est ça. On l'a... Et le drame, il est là. Ah oui. C'est que encore aujourd'hui, on a des trous dans l'emploi du temps de Céline, et notamment dans les possibles conducteurs de voitures qui l'auraient amené soit à Saint-Dominique, comme vous l'avez dit, ou soit après vers Saint-Malo. Encore aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Maître Franck Berton, ce soir, l'un de nos invités dans l'heure du crime, j'évoquais la piste Varin, qui, je crois, vous a interpellé à une époque, et notamment au cours de ce procès. Qu'en est-il ? Est-ce que vous êtes toujours intéressé par cette piste Varin, de ce violeur en série ? Moi, j'étais partie ici, comme vous l'avez raconté, à la cour d'assises de Toulouse, pour une autre victime, qui était une victime de Varin, qui était finalement un violeur itinérant, qui avait violé 7 ou 8 jeunes filles entre Rennes et Toulouse. Et en fait, je lui avais posé la question, parce que cette question n'était pas anonyme, parce qu'on savait qu'il avait été à l'époque des faits dans la région de Saint-Malo. On savait que son grand-père y habitait à côté et qu'il y avait séjourné. Et j'ai pas eu de réponse. Il a été assez intéressé par la question. Il a même souri et pas répondu. Il connaissait la disparition à l'évidence de Céline, mais on n'a pas obtenu d'autres réponses aux interrogations qu'on lui présentait. Vous n'avez pas, voilà, donc... vous n'avez pas obtenu de réponse, maître, mais est-ce que cet homme a été spécifiquement, précisément interrogé sur le cas Céline Giboire ? Oui, il y a eu une déposition, il a été interrogé bien après, et il dit qu'il ne connaît pas, il n'a rien à voir, et qu'il ne se souvient plus de son emploi du temps, et c'est très compliqué, plusieurs années après, de le reconstituer. Et tous ces témoignages qui n'existent pas, c'est troublant aussi. Vraiment, on ne trouve rien, quoi. C'est un désert quasi complet. Non, c'est pour ça que ce dossier est très compliqué, parce que on a des pistes. On peut penser par exemple à Varin, mais vous voyez, on n'a pas de preuves, il n'y a rien. Bien sûr. Il n'y a pas d'éléments, et on ne peut pas accuser un homme simplement parce qu'il a violé 7 ou 8 jeunes filles, 8 je crois, en disant si ça tombe, il s'en est pris aussi à Céline. Donc on ne sait rien, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de témoignages. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est un peu peut-être brutal, mais c'est parce que l'enquête, dès le départ, n'a pas été menée avec célérité, avec rapidité, pour essayer notamment de faire une enquête de voisinage, de recueillir des tas de témoignages. On sait qu'on a retrouvé ces papiers une semaine après les faits, donc ça veut dire que pour le moment on n'a pas cherché. Vous voyez, et ça a énormément perturbé le bon déroulement de l'enquête et la manifestation de la vérité, me semble-t-il. Des pistes qui tombent à l'eau, impossible de connaître avec précision les toutes dernières heures de la vie de Céline Giboire. L'enquête se heurte au mur du silence, mais elle n'en est pas terminée pour autant. Impossible pour la famille de Céline, après toutes ces années, de donner un quelconque crédit à l'hypothèse du suicide. L'ancien patron de la direction interrégionale de la police judiciaire, Jean-Paul Le Tinsorer, interrogé par le journal Ouest France, maintient toutefois « Nous avons travaillé toutes les pistes possibles. Au terme de notre enquête, aucun élément objectif ne permettait de dire qu'il s'agissait d'un acte criminel. On ne fabrique pas de coupable. » Le père de Céline, Patrick Giboire, répète que sa fille n'avait rien de suicidaire. La veille de son décès, tout le monde avait déjeuné chez une voisine et Céline était parfaitement détendue. Céline était une personne très positive et si elle avait vraiment eu envie de se suicider, pourquoi serait-elle allée jusqu'à Saint-Malo ? Questionne son père. En 2020, une nouvelle juge d'instruction a pris les commandes du dossier Céline Giboire. De nouvelles investigations sur les affaires portées par la victime ont alors été programmées, notamment des recherches de traces ADN. Mais l'enquête est décidément perturbée. En 2018, des scellés ont ainsi été accidentellement détruits, des cheveux appartenant à Céline sur autorisation du procureur de Saint-Malo. La famille n'en sera avertie que 2 ans plus tard, à la faveur d'une nouvelle demande d'analyse toxicologique. Les Giboire ont attaqué l'État pour faute lourde. Sur le front des investigations, seul un nouveau témoignage semble aujourd'hui en mesure d'apporter la vérité dans ce dossier. Mélanie Giboire, on vous retrouve, vous êtes la
la sœur aînée de Céline Giboire. Je viens de le dire, tout le monde espère évidemment un nouveau témoignage. Selon vous, des personnes ne se sont toujours pas manifestées à ce jour ? Je reste persuadée qu'une ou des personnes restent dans le silence. Quoi, je ne sais pas. Peut-être que pour eux, ils estiment que c'est pas forcément grand-chose ou ça ne mérite pas la peine de solliciter la gendarmerie, mais enfin, ça peut aider, ça peut faire bouger beaucoup de choses. C'est aidez-nous parce que à l'heure actuelle, en fin de compte, pour moi, c'est la seule chose en fin de compte, c'est que cette personne-là sort du silence. Vous avez toujours l'espoir, Mélanie Giboire, que l'enquête aboutisse ? À chaque fois quand un reportage passe comme ça, je me dis toujours, il y a 2% de chance, en fin de compte, qu'une personne se dise, ait des remords et se dise, ouais, non, faut que je parle. Et le fait de rabâcher, en fin de compte, Céline Giboire. Je me dis, au bout d'un moment, enfin, il y a bien quelqu'un qui va dire, mais cette famille-là, mais elle ne lâche rien. Enfin, c'est peut-être le moment aussi que je puisse, parler, me libérer pour justement aider cette famille-là, quoi. Merci en tout cas de nous solliciter. Vous alimentez notre espoir. En tout cas, moi, vous alimentez mon espoir en fin de compte de me dire, ouais, encore tout est encore possible. Merci beaucoup à vous, Mélanie Giboire, et puis à votre famille. Évidemment, on est là pour vous aider, pour transmettre un appel à témoins qui pourrait se manifester, parce que vraiment, peut-être la clé de cette enquête, elle est là, dans ce témoignage qui manque, dans cette part de puzzle qui manque en ce moment. On a en ligne, et pour quelques mots, Thierry Lezeau, vous êtes l'ancien gendarme et enquêteur privé recruté par la famille Giboire. C'est vous, je le précise, qui avez noté en premier que le corps avait été sans doute déplacé. Alors vous êtes très critique sur le démarrage de l'enquête. Vous pensez toujours aujourd'hui qu'il y a eu des manquements, en quelques mots ? Mais moi, dans tous ces dossiers, ce qui m'étonne à chaque fois, et ce qui vraiment m'énerve d'ailleurs, c'est que il existe quand même des normes et des protocoles, et ce qu'on appelle aussi des guides de bonne pratique sur des faits comme ça, bon sang. Ce parc-là, il fallait le boucler tout de suite. Ce qu'on appelle, on met une garde, on le fait fouiller, on le fait ratisser, mais c'est tout de suite, quoi. C'est pas comme là, 5 jours après. Donc quand ça démarre dans des conditions comme ça, et bien après, voilà, c'est une succession de manquements. Moi, je veux pas dire de manquements, mais de pratiques qui sont déviantes, quoi. Est-il normal de retrouver une jeune fille morte dans ces conditions-là ? La réponse est non. Donc tout de suite, bien évidemment qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires, en police technique et scientifique moderne d'ailleurs. Il fallait, sur la rambarde en haut de la chute, il fallait faire des prélèvements, il fallait faire des écouvillons, il fallait faire des recherches de traces digitales. Donc c'est pas fait, c'est pas pris. On peut pas rattraper une scène de crime, on peut jamais la reconstituer. On remet pas un corps en place, on refait pas des constatations, c'est fini. Voilà, c'est vraiment la règle. On ne peut pas clôturer un dossier comme ça, comme ils ont essayé de le faire en disant c'est un suicide, quoi. Ils venaient le dire en plus aux parents dans la cour de leur ferme. Là. Bon, je sais pas si c'est des manquements, mais en tout cas c'est des pratiques qui sont pas dignes d'une police technique moderne adaptée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maître Franck Berton, on entend évidemment Thierry Lezeau, là, c'est quelques mots sur l'état de l'enquête, et que d'ailleurs, jugement, je pense que vous partagez. C'est le dossier de la malchance, des erreurs, le dossier Giboire ? Non, je crois pas que ça soit le dossier de la malchance. Monsieur Lezeau a raison, il y a pas mieux, il y a rien à rajouter. C'est pas bien fait, c'est mal engagé, et en fait c'est un souci dès le départ, véritablement d'essayer d'éclairer, de rechercher la vérité. On l'a pas fait. On n'a pas fait les constatations qu'il fallait faire. Et vous venez de rappeler là qu'en 2020, on découvre qu'en plus, le procureur de Saint-Malo a autorisé de détruire des scellés dans ce dossier qui n'était pas encore élucidé. Oui, ça va s'arrêter quand, quoi ? C'est pas possible. J'ai d'ailleurs dit accidentellement, et je me suis trompé, parce que c'était une décision effectivement judiciaire de détruire ces scellés, qui auraient pu peut-être s'avérer importants pour la suite, mais on ne le saura jamais. Maître Berton, quelles sont les pistes qui, selon vous, n'ont pas été suffisamment creusées dans ce dossier ? Puis je poserai ensuite la même question à Alain Pirot. Mais il fallait faire l'entourage, il fallait faire en effet les constatations sur la rambarde, il fallait fouiller le parc, tout ce que M. Lezeau vient de dire, il fallait le faire. Il fallait essayer de reconstituer le trajet et éventuellement faire des appels à témoins beaucoup plus rapides et vastes. Voilà, une vraie enquête criminelle. Là, et puis surtout, conclure par un suicide, c'est vraiment facile. Je veux dire,
c'est vraiment le constat d'un échec. Oui, c'est selon vous fermer une porte très rapidement et pour qu'elle ne soit pas ouverte par la suite. Alors, juste un petit mot, Franck Berton, parce que est-ce qu'il y a eu des confrontations, pas de confrontations évidemment, des reconstitutions dans ce dossier? Non, il n'y a pas eu à ma connaissance de reconstitution, non. Ce qui est étonnant pour un dossier criminel, on est d'accord? Oui, on est bien d'accord. Alain Pirot, on écoute Franck Berton, on a écouté Thierry Lezeau. Ça vous rejoint un peu ce que vous pensez sur le manque d'investigations peut-être qui ont été... Manque d'investigation, en tout cas, il y a quelque chose qu'on doit ajouter sur les investigations. C'est que, et les enquêteurs doivent assumer aussi cette partie parce qu'ils l'ont dit aussi aux familles, c'est qu'ils ont été happés par des éléments émotionnels. Quand ils trouvent expliquez-nous ça, c'est important. Quand ils trouvent un DVD, et c'est dans le dossier, je n'invente rien, quand ils trouvent un DVD, en l'occurrence le film Virgin Suicide de Sofia Coppola, et qu'ils en concluent dès lors à ce que le sentiment de Céline peut être happé par ces éléments suicidaires, c'est un problème. Ce n'est pas une enquête, ce n'est pas un fait, c'est un élément émotionnel qui amène les enquêteurs à conforter cette thèse du suicide. Cette fixation sur le suicide. Cette fixation sur le suicide qui va aussi être renforcée par des éléments qu'on trouve, des mangas qu'on trouve dans sa chambre. C'est tout un ensemble d'éléments auxquels les enquêteurs n'auraient pas dû se laisser happer et qu'ils vont utiliser pour avoir ces déclarations auprès des familles. En 2 mots, Alain Pirot, on arrive au bout de l'émission. Est-ce qu'on saura un jour la vérité dans cette histoire ? Je l'espère, je suis convaincu que des gens gardent un secret et qu'ils doivent le dire au plus vite et qu'il y a des éléments qu'on doit continuer à fouiller, des enquêtes qui doivent être menées sur des disparitions qui ont lieu dans le Grand Ouest et dont des éléments peuvent être similaires à ce qui est arrivé dans le cas de Céline Giboire. Maître Franck Berton, la même question. En un mot, on va connaître la vérité dans cette histoire ? Écoutez, si c'est un meurtre, il y a quelqu'un qui l'a tué et cette personne peut-être un jour le dira. Merci beaucoup, Maître Berton. Merci à Mélanie Giboire, à Alain Pirot et Thierry Lezeau d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Céline Giboire. Une vérité si difficile à trouver, à moins qu'elle ne soit plus proche qu'on ne le croit. C'est tout ce qu'on souhaite ce soir à la famille de Céline que l'on salue. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.